Ma sœur a regardé mon fils et a dit, « Ton enfant n'a pas sa place dans les vacances familiales. » Alors j'ai annulé tout le voyage, je lui ai coupé mon soutien et je l'ai mise face aux conséquences de sa cruauté. Nous avions planifié les vacances d'hiver depuis presque 1 an. Pas de manière désinvolte, pas comme une vague idée, mais soigneusement, intentionnellement, comme quelque chose de précieux. Une station de ski dans le Vermont juste après Noël, 2 chalets côte à côte, une cheminée assez grande pour que tout le monde puisse se rassembler autour, du chocolat chaud, des bonshommes de neige, de la luge, du tubing, et assez d'espace pour que personne ne se sente à l'étroit ou négligé. J'avais fait les recherches moi-même, comparé et vérifié les avis, appelé à l'avance et posé des questions détaillées. Plus important encore, je m'étais assuré que l'endroit disposait d'un programme de ski adapté car mon fils, Caleb, a 8 ans et présente des troubles du traitement sensoriel. Je voulais qu'il vive pleinement le voyage, non pas comme une pensée après coup, non pas comme un fardeau, mais comme quelqu'un qui avait sa place. J'ai payé la compte moi-même pour bloquer les dates. Ce n'était pas bon marché, mais je n'ai pas hésité. Ce voyage comptait pour moi. Caleb a passé toute sa vie à être discrètement accommodé, mis de côté, attendu de lui qu'il gère mieux les choses pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. Je voulais des vacances où cela n'arriverait pas. Une semaine où il ne serait pas toléré mais inclus. Ma sœur, Rachel, a dit qu'elle voulait t'aider. Elle dit toujours cela. Elle fait de grandes promesses jusqu'à ce qu'un effort réel soit nécessaire, puis elle disparaît. J'en ai tenu compte et j'ai continué malgré tout. Je l'ai toujours fait. Je l'ai incluse, j'ai planifié en fonction d'elle, j'ai ajusté les attentes pour que personne ne puisse dire que je n'avais pas essayé. L'explosion a eu lieu lors d'un dîner chez mes parents. C'était un dimanche soir typique. Ma mère avait fait des itis au four. La maison sentait le pain à l'ail et son parfum, vaporisé un peu trop généreusement comme si elle cherchait à couvrir quelque chose. Mon père avait mis le match trop fort dans le salon, criant après la télévision comme si elle lui devait quelque chose. Rachel sirotait déjà du vin avant même que nous nous asseyions. Les ongles fraîchement faits, adossé à sa chaise comme si le monde existait pour son amusement. Caleb était assis à côté de moi, dessinant tranquillement dans son carnet. Il l'apporte toujours quand nous venons. Dessiner l'aide à se réguler quand les choses deviennent bruyantes ou chaotiques. Il était complètement déconnecté, concentré, calme, en sécurité. Rachel s'est penchée pour jeter un œil à son dessin, puis a ri. Pas un rire gentil, même pas un rire gêné. Elle a regardé autour de la table et a dit clairement, avec confiance, comme si elle attendait l'approbation générale. Ton enfant n'a pas sa place dans des vacances en famille. La pièce n'est pas devenue silencieuse. Seul Caleb l'est devenu. Il a arrêté de dessiner. Il n'a pas levé les yeux. Il a juste lentement fermé son carnet de croquis et a fixé la table, les épaules rentrées comme s'il essayait de disparaître. Personne n'a dit un mot. Ma mère est soudainement devenue très intéressée par l'ajustement de sa serviette. Mon père a augmenté le volume de la télévision comme s'il ne pouvait pas entendre ce qui venait d'être dit. Rachel a souri d'un air suffisant et a continué à mâcher. Quelque chose en moi est devenu très calme. J'ai dit, pas de vacances. Je vais tout annuler. Rachel a cligné des yeux. Elle pensait que je plaisantais. Elle a ri, a réellement ri et a demandé si j'étais sérieuse, comme si je faisais un drame pour rien. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis levé et j'ai commencé à débarrasser la table. Ma mère s'est penchée discrètement et a chuchoté, « Andrea, le penses-tu vraiment ?» J'ai souri et n'ai pas dit un mot. Ce soir-là, après être rentré à la maison et que Caleb dormait, je me suis connecté à mon compte et j'ai annulé tout le voyage. Les chalets, les forfaits de ski, les activités, tout. J'ai perdu la compte et ça a fait mal, mais pas autant que la pensée de voir mon fils passer une semaine à être subtilement exclu par sa propre tante. L'argent était remplaçable. Ce moment ne l'était pas. Le lendemain matin, Rachel m'a envoyé un texto, « Alors maintenant on annule les vacances pour des blagues. Tu dois grandir. » Puis un autre message. « Ce n'est pas ma faute si ton gamin ne supporte pas une petite taquinerie. » Je l'ai bloqué. Elle a toujours été comme ça. Quand elle a accidenté sa voiture parce qu'elle avait oublié de la mettre en stationnement, mes parents l'ont aidée à en avoir une nouvelle. Quand elle a manqué la réunion parents-professeurs de sa fille pour la 3e fois, ma mère lui a trouvé des excuses. Quand elle a oublié le manteau de sa fille en janvier,
Ils ont dit qu'elle passait juste une semaine difficile. Ils ont toujours amorti sa chute. Mais ce que Rachel ne savait pas, c'est que les vacances n'étaient pas la seule chose que j'avais planifiée. Depuis près d'un an, je construisais tranquillement quelque chose à moi. Une véritable entreprise, une start-up dans laquelle j'avais investi mes économies et mes nuits tardives. Après que Caleb se soit couché, tôt le matin avant le travail, des recherches, de la planification, des appels aux investisseurs, des formalités juridiques, Rachel l'avait découvert il y a des mois et avait immédiatement supposé qu'elle en ferait partie parce que nous étions sœurs. Elle n'avait aucune expérience, aucune compétence à offrir, mais elle voulait son nom dessus. Je ne me suis jamais engagé. Elle a pris cela pour un oui. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les papiers de la société à responsabilité limitée étaient revenus la semaine dernière. C'était officiel et elle n'en faisait pas partie. Elle ne le savait juste pas encore. 3 jours après avoir annulé le voyage, Rachel s'est présentée à ma porte. Sans avertissement, sans texto. Elle s'est garée dans mon allée comme si de rien n'était. Comme si humilier mon fils devant toute la famille n'était qu'un désaccord mineur. Nous allions aplanir les choses avec un café et des sourires forcés. Caleb était sur le canapé avec ses écouteurs, complètement absorbé par un documentaire sur les loups, son carnet de croquis en équilibre sur ses genoux. J'étais dans la cuisine en train de plier des serviettes quand je l'ai vu par la fenêtre, appuyé contre sa voiture avec ses lunettes de soleil toujours sur le nez, malgré le ciel gris, un café glacé dans une main, le téléphone dans l'autre, l'air d'avoir tout le temps du monde. J'ai ouvert la porte, je suis sorti et je l'ai refermée derrière moi. Elle a souri comme si nous étions en bons termes. A dit que nous devions parler. A dit que tout le monde était confus à propos de ce drame et voulait que les choses redeviennent normales. Elle a mentionné que maman et papa pensaient que j'étais un peu extrême et que je devrais peut-être réfléchir à la façon dont j'affectais la famille. Le mot famille a atterri lourdement, comme si elle me le jetait pour voir s'il collerait. Je lui ai demandé directement ce qu'elle voulait dire quand elle a dit que Caleb n'avait pas sa place dans des vacances en famille. Elle a levé les yeux au ciel et haussé les épaules comme si cela ne valait même pas la peine d'être expliqué. Elle a dit que c'était évidemment une blague et que j'étais encore trop sensible, que je devais arrêter de traiter Caleb comme s'il était en verre, qu'il devait apprendre à accepter une blague comme les enfants de tout le monde. Je lui ai dit de partir. Elle a ri, m'a traité de dramatique et a dit que j'essayais juste de gâcher ses plans d'hiver parce que j'étais amer à propos de quelque chose. Je n'ai pas répondu. Je me suis retourné, je suis rentré à l'intérieur et j'ai fermé la porte. Elle est restée là quelques minutes, frappant une fois de plus, puis faisant les 100 pas. Je n'ai pas regardé. J'ai verrouillé la porte, je me suis assise à côté de Caleb, et nous avons regardé le reste du documentaire. Il n'a pas demandé qui était là. Il le savait déjà. Ce soir-là, ma mère m'a envoyé un texto, « Pouvons-nous parler bientôt ?» Je n'ai pas répondu. Puis mon père, « Peut-être que vous deux devriez mettre les choses au clair avant que cela ne dégénère. » J'ai laissé son message sur le répondeur. Il ne comprenait pas. Ou peut-être qu'il ne voulait pas comprendre. Rachel a toujours été leur enfant à problème, enveloppé d'excuses, leur petite chérie désordonnée. Les règles ne s'appliquaient jamais à elle, et si elles s'appliquaient, elles étaient tordues jusqu'à ce qu'elles se brisent. Je savais qu'elle ne laisserait pas tomber, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle franchisse la ligne suivante. L'après-midi suivant, elle s'est présentée à l'école de Caleb. J'étais dans la file d'attente pour le récupérer quand je l'ai vu debout près de l'entrée, les bras croisés, le manteau ouvert malgré le vent glacial, la posture raide et délibérée, comme si elle voulait prouver quelque chose. Pendant une fraction de seconde, j'ai espéré qu'elle était là pour sa propre fille ou qu'elle s'était trompée de jour. Puis elle s'est avancée directement dans la voie alors que je me garais, se tenant devant ma voiture comme si c'était une sorte de scène dramatique. J'ai baissé ma vitre juste assez pour l'entendre. Elle a dit que nous devions parler, que j'étais injuste, que je ne pouvais pas simplement la couper de ma vie comme ça. Je lui ai dit de bouger. Elle ne l'a pas fait. Tu penses que je suis la méchante maintenant pour avoir fait une blague? Elle a dit, tu es ridicule. C'est à ce moment-là que Caleb est sorti, marchant main dans la main avec son professeur. Il l'a vu immédiatement. J'ai vu son visage changer en temps réel. La façon dont ses épaules se sont tendues, la façon dont ses yeux se sont tournés vers moi, puis sont tombés sur le trottoir. Je me suis garé, je suis sorti et j'ai marché droit vers lui. Je n'ai pas regardé Rachel. Elle nous a suivis vers la voiture,
fulminant sur le fait que je déchirais la famille pour un seul commentaire. Je me suis retourné une fois et j'ai dit la phrase qui se formait dans ma poitrine depuis ce dîner. Tu n'es pas effacée, Rachel. Tu n'es juste plus incluse. Elle s'est arrêtée de marcher. J'ai bouclé Caleb sur le siège arrière, je suis monté et je suis parti. Dans le rétroviseur, elle était debout au milieu du parking, les bras ballants et inutiles le long de son corps, comme si elle ne pouvait pas comprendre comment cette scène ne s'était pas terminée comme elle le voulait. Cette nuit-là, pour la première fois depuis que tout avait commencé, personne de ma famille n'a appelé. Pas de messages passifs-agressifs, pas de messages vocaux chargés de culpabilité, juste le silence. Je pense qu'ils ont réalisé que je ne reculerais pas. Et Rachel n'avait toujours aucune idée de ce qui allait suivre. Parce que pendant qu'elle était occupée à essayer de se forcer à revenir dans des vacances qui n'existaient plus, l'entreprise qu'elle pensait que nous construisions ensemble avançait déjà sans son nom sur un seul document. Elle avait supplié d'en faire partie. M'avait dit qu'elle était enfin prête à grandir, prête à construire quelque chose de réel. Elle n'avait aucune idée du chemin que j'avais déjà parcouru sans elle. Environ une semaine après la scène à l'école de Caleb, Rachel a commencé à s'effondrer. Au début, c'était subtil. Des textos aléatoires à des heures étranges, de petites piques déguisées en inquiétude. J'espère que tu es fier de toi. Félicitations d'être la raison pour laquelle personne ne se parle plus. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'essayais de la punir, mais parce que chaque message semblait répété, comme si elle passait en revue les boutons émotionnels pour voir lequel fonctionnerait encore. Puis le ton a changé. Les messages sont devenus plus doux, presque nostalgiques. Tu me manques. Je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Nous nous sommes toujours eu l'une l'autre. Et finalement, celui qui m'a fait arrêter de faire défiler. C'est juste un malentendu, n'est-ce pas? Ce n'en était pas un. Les messages vocaux sont venus ensuite. De longs messages décousus. Certains semblaient indiquer qu'elle avait pleuré. D'autres étaient vifs de colère, énumérant toutes les façons dont j'étais injuste, égoïste, impossible à aborder. Quelquefois, elle a mentionné l'entreprise, nonchalamment au début, puis plus directement. Elle a dit qu'elle méritait d'être incluse, que nous avions parlé de le faire ensemble, que je ne saurais même pas par où commencer sans elle. J'ai sauvegardé chaque message vocal. Au 10e jour, elle a de nouveau intensifié. Elle a commencé à se présenter chez moi sans prévenir, se garant dans l'allée et restant assise dans sa voiture pendant un moment comme si elle attendait que je sorte. Puis elle frappait, un grand sourire aux lèvres, prétendant qu'elle était juste dans le quartier. Une fois, elle a apporté du café comme une offrande de paix. Une autre fois, elle a amené ses enfants et a parlé fort sur le porche de la façon dont elle voulait juste revoir sa sœur, s'assurant que les voisins pouvaient l'entendre. Je n'ai jamais ouvert la porte, mais Caleb l'a entendu. Il a jeté un coup d'œil à travers les rideaux une fois et a demandé si nous allions dîner ailleurs. Il a arrêté d'apporter son carnet de croquis dans le salon et a commencé à rester plus près de moi, rôdant de cette manière silencieuse que les enfants ont quand ils sentent que quelque chose ne va pas mais n'ont pas les mots pour le dire. C'est à ce moment-là que ma colère s'est finalement aiguisée. Il ne s'agissait plus de moi. Je n'essayais pas d'effacer Rachel de sa famille. Elle l'a fait elle-même. Mais le fait qu'elle continue à entraîner mon fils là-dedans, se présentant quand elle savait qu'il serait à la maison, élevant la voix devant notre porte, cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle n'était pas désolée. Elle n'était pas confuse. Elle était désespérée de reprendre le contrôle. La nuit où elle a complètement perdu le contrôle était un jeudi. Il était un peu plus de 18 heures. Le dîner était sur la table. Caleb mangeait tranquillement de la purée de pommes de terre, méthodiquement comme il le fait quand il se concentre. J'étais à l'évier en train de rincer la vaisselle quand des phares ont balayé le mur du salon. Je n'ai même pas eu besoin de regarder pour savoir que c'était elle. Mon estomac s'est noué. Elle n'a pas frappé. Elle a tambouriné à la porte encore et encore, assez fort pour faire vibrer le cadre. Puis elle a crié mon nom. Caleb a sursauté et a laissé tomber sa fourchette. J'ai senti quelque chose se briser nettement en moi. J'ai entrouvert la porte et je suis sorti, la refermant derrière moi. Elle avait l'air affreuse. Les cheveux en désordre, les yeux rouges, le manteau ouvert malgré le froid glacial. Elle a marché droit sur moi comme si elle était prête pour une bagarre. « Tu as sérieusement besoin de te ressaisir » a-t-elle dit. « Tu déchires la famille à cause de quoi ?
ai-je demandé. Elle a ricané, une blague. Je lui ai demandé de répéter ce qu'elle avait dit au dîner, mot pour mot. Elle n'a pas hésité. Elle a dit que Caleb était gentil mais différent et qu'elle était juste honnête. Que je ne pouvais pas l'envelopper dans du papier bulle pour toujours. Qu'il devait apprendre comment le monde fonctionne. C'en était trop. Je lui ai dit de partir. Elle a dit qu'elle n'irait nulle part tant que je ne lui parlerais pas comme une adulte. Je lui ai dit que c'était moi qui lui parlais comme une adulte. Puis elle a dit la chose qui m'a glacé le sang. Très bien, a-t-elle lancé. Continue à jouer la parfaite, mais ne t'attends pas à ce que je reste silencieuse quand tu lanceras publiquement cette petite entreprise à toi. Je n'ai pas scié. Vas-y, ai-je dit. Parle autant que tu veux. Tu n'en fais pas partie. Tu n'en as jamais fait partie. Elle s'est figée. Je ne pense pas qu'elle ait pleinement cru que je le pensais jusqu'à ce moment, jusqu'à ce qu'elle le voie sur mon visage. Je suis rentré et j'ai verrouillé la porte. Elle est restée là dehors pendant près de 10 minutes. Je n'ai pas regardé. Je me suis assise avec Caleb, je l'ai aidé à finir son dîner, puis nous avons regardé un documentaire sur la nature jusqu'à l'heure du coucher, comme si de rien n'était. Cette nuit-là, j'ai appelé mes parents pour la première fois depuis que tout avait commencé. Ma mère a répondu doucement. Mon père était sur haut-parleur. Je leur ai raconté ce qui s'était passé, que Rachel était revenue à la maison, qu'elle avait crié, qu'elle m'avait menacé. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne leur ai pas demandé de régler le problème. Je leur ai juste raconté. Et pour la première fois de ma vie, ils ne l'ont pas défendu. Ils étaient silencieux. Vraiment silencieux. Puis mon père a dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre. Cela est allé trop loin. Ma mère a enchaîné avec « Nous allons lui parler ». Pas un elle ne le pensait pas. Pas un elle est sous pression. Juste que c'était la première fissure dans le mur qui avait protégé Rachel toute sa vie et elle l'a senti. Je n'ai pas cru mes parents quand ils ont dit qu'ils lui parleraient. Ils avaient déjà dit cela auparavant, après d'autres incidents, d'autres dégâts que Rachel avait laissés derrière elle. Chaque fois, cela se terminait de la même manière. Elle pleurait, il s'adoucissait. Rien ne changeait. Alors, quand ma mère a appelé quelques jours plus tard et a demandé si je pouvais venir seule pour le dîner, j'ai failli dire non. Mais quelque chose dans sa voix semblait différent. Pas pressé, pas sur la défensive, juste fatigué. Quand je suis arrivé, la maison semblait étrange d'une manière que je ne pouvais pas expliquer immédiatement. Pas de bruit de télévision, pas de musique, pas de gaieté forcée. Le dîner était intact sur la cuisinière. Mon père était déjà assis à table, les mains jointes, fixant un poing sur le bois comme s'il se préparait. Ma mère s'est assise en face de moi et a dit « Nous sommes allés la voir ». Elle n'a pas élaboré. Elle n'a pas adouci les choses. Elle a juste laissé les mots en suspens. Mon père a repris là où elle s'était arrêtée. Il a dit « Rachel a explosé dès qu'ils se sont assis », a commencé à crier avant même qu'ils aient fini leur première phrase. Les a accusés de prendre mon parti, de me laisser les manipuler, de me choisir plutôt qu'elle. Quand ils ont mentionné Caleb, elle a ri. A réellement ri. A dit que je l'utilisais comme un bouclier pour contrôler tout le monde. C'est à ce moment-là que ma mère a finalement craqué. Elle a dit à Rachel qu'elle en avait assez d'excuser son comportement. Assez de prétendre que la cruauté était de l'honnêteté. Assez d'intervenir chaque fois que Rachel refusait de gérer sa propre vie. Elle lui a dit que ce qu'elle avait dit à Caleb était inacceptable et que si elle ne pouvait pas voir pourquoi, alors c'était son problème à régler. Rachel a crié, a jeté quelque chose, est partie en trombe dans sa chambre et a claqué la porte comme une adolescente. Mes parents sont partis. Ils étaient assis là, à table avec moi, plus silencieux que je ne les avais jamais vus. Et ma mère a admis quelque chose que je n'aurais jamais cru entendre. Nous sommes épuisés depuis des années, a-t-elle dit. Nous ne voulions tout simplement pas l'admettre. Je ne me suis pas senti soulagé. Je me sentais engourdi, comme si quelque chose de lourd avait finalement été nommé, mais pas soulevé. L'après-midi suivant, tout a basculé. Mon père est passé chez Rachel pour déposer du courrier qui avait été mal livré. Quand il est entré dans l'allée, la fille aînée de Rachel était assise seule sur les marches du perron, son sac à dos à côté d'elle, son manteau déboutonné dans le froid glacial.
Elle lui a dit que sa mère l'avait déposé tôt ce matin-là et avait dit que grand-mère et grand-père s'en occuperaient. Pas d'appel, pas d'avertissement, rien. Mon père l'a fait entrer, l'a réchauffé, lui a donné à déjeuner, puis a appelé Rachel. Il lui a dit que cela ne pourrait plus jamais arriver. Pas une seule fois, jamais. Qu'il ne ferait plus de babysitting à la demande, ne la couvrirait plus, ne nettoierait plus les dégâts qu'elle laissait derrière elle. Rachel a perdu la tête, les a accusés de l'abandonner, a dit qu'il la punissait pour prouver quelque chose. Ma mère lui a dit calmement que ce n'était pas une punition. C'était l'âge adulte. 2 jours plus tard, Rachel s'est présentée chez eux et a provoqué une scène si bruyante qu'un voisin s'est plaint. Ses enfants étaient encore dans la voiture. Ma mère n'a pas ouvert la porte. Mon père lui a dit à travers la porte qu'elle devait partir et se calmer. Rachel a crié que tout le monde était contre elle, que j'avais retourné la famille contre elle, qu'elle ne leur pardonnerait jamais. Ils ne l'ont pas poursuivi. Ils ne se sont pas excusés. Ils l'ont laissé partir. Pour la première fois de sa vie, personne n'a couru après elle. 3 jours ont passé. Pas de texto, pas de messages vocaux, pas de visite surprise. Puis, tard un soir, j'ai reçu un message d'elle. Juste 3 mots. J'ai tout gâché. Pas d'excuses, pas de reproches, pas de suite. Je l'ai fixé pendant un long moment. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone et je suis allé voir Caleb. Il dormait. Son carnet de croquis ouvert à côté de lui, une main posée sur la page comme s'il s'était endormi au milieu d'une pensée. Pour une fois, le chaos n'était pas ma responsabilité. Une semaine plus tard, la coordinatrice du programme de ski adapté m'a appelé. Elle semblait confuse, mais ravie. Quelqu'un a fait un don, a-t-elle dit. Un don important au nom de Caleb. Pas d'adresse de retour, juste une note qui disait « Pour les enfants qui ont leur place partout ». Mon cœur s'est arrêté. Elle n'avait pas besoin de signer. Je savais exactement de qui ça venait. Je ne l'ai dit à personne. Je ne l'ai pas dit à Caleb. La rédemption n'est pas quelque chose que l'on annonce. C'est quelque chose que l'on vit, tranquillement, avec le temps. Puis elle est revenue. C'était un samedi matin. J'étais encore en pyjama, en train de faire des crêpes. Le café n'avait même pas fini de couler quand j'ai vu sa voiture arriver. Elle est restée assise là pendant un long moment. Le moteur éteint, les mains sur ses genoux. Puis elle est sortie, seule. Pas d'enfant, pas de téléphone. Elle a frappé une fois. Je n'ai pas bougé. Elle a frappé à nouveau, plus doucement. Puis elle s'est assise sur la marche supérieure et a attendu 40 minutes. Elle est partie sans dire un mot. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message. Je ne voulais pas faire irruption à nouveau. J'essaie, Andrea. Je ne suis pas doué pour ça, mais j'essaie. Je l'ai lu et j'ai posé mon téléphone. Je n'essayais pas de la punir. Je n'étais tout simplement pas prête à ouvrir la porte encore. Les limites ne disparaissent pas simplement parce que quelqu'un les remarque enfin. Le mercredi, elle a de nouveau frappé. Cette fois, j'ai ouvert la porte. Elle m'a tendu un carnet de croquis tout neuf avec le nom de Caleb écrit soigneusement sur la couverture. Elle n'a pas essayé d'entrer. Elle a dit qu'elle savait que ça ne réparait rien, qu'elle ne demandait pas à être pardonnée aujourd'hui ou peut-être jamais. Elle a dit que se moquer de Caleb ne venait pas du fait qu'il était différent. C'était à cause de la petitesse qu'elle ressentait à côté de lui, à côté de moi. De la rapidité avec laquelle j'avais choisi mon fils plutôt qu'elle. Comment elle n'avait jamais réalisé jusqu'à présent qu'elle ne m'avait laissé aucun autre choix. J'ai écouté. J'ai pris le carnet de croquis. J'ai hoché la tête. Et j'ai fermé la porte. Le changement ne se prouve pas par des excuses. Il se prouve par ce que vous faites quand plus personne ne vous applaudit. Après cela, les choses se sont calmées d'une manière qui semblait méritée, pas forcée. Pas le silence fragile des gens qui attendent de frapper à nouveau, mais le genre de silence qui s'installe quand tout le monde est finalement à court d'excuses. Des semaines ont passé sans visite surprise, sans message nocturne, sans la voiture de Rachel tournant au ralenti dans mon allée comme une menace. Caleb l'a remarqué avant moi. Il a recommencé à dormir toute la nuit. Le carnet de croquis est resté ouvert sur la table basse au lieu d'être caché. Il a rempli des pages sans en arracher aucune.
Des loups et des casques spatiaux, des renards avec des sacs à dos, des animaux qui avaient leur place partout parce que personne ne leur disait le contraire. Un dimanche après-midi, ma mère nous a invités à dîner. J'ai hésité, non pas parce que j'avais peur que Rachel se présente, mais parce que je ne voulais pas entraîner Caleb dans quelque chose de fragile. Finalement, j'ai dit oui pour lui. Je savais que ses grands-parents lui manquaient, même s'ils ne le disaient jamais à voix haute. Nous sommes arrivés en retard exprès. Je voulais être sûr que Rachel ne serait pas là. Elle n'y était pas. Le dîner était simple, presque prudent. Personne n'a insisté. Personne n'a testé les limites. Mon père a aidé Caleb à plier un avion en papier avec une serviette. Et pour la première fois depuis longtemps, il semblait que la pièce respirait à nouveau. Après avoir mangé, ma mère a demandé si nous pouvions parler dehors. Le porche était froid, le genre de froid qui aiguise la pensée. Elle m'a dit que Rachel avait été différente dernièrement. Pas de façon spectaculaire, pas d'une manière qui exigeait des éloges, juste différente. Elle avait arrêté de se présenter à l'improviste. Elle organisait une vraie garde d'enfants au lieu de laisser ses enfants sans prévenir. Elle a trouvé un travail à temps partiel et l'a gardé. Le plus surprenant de tout, elle a complètement arrêté de parler de moi. Pas de reproches, pas d'histoire de victime, pas de tentative pour forcer les gens à choisir leur camp. Mon père est sorti, se frottant les mains comme s'il était nerveux. Il a dit, nous ne voulions pas admettre à quel point elle usait tout le monde. Il m'a regardé et a ajouté doucement, nous aurions dû te défendre il y a des années. Je ne me suis pas précipité pour pardonner. Je n'en avais pas besoin. Les entendre le dire à voix haute était suffisant pour ce moment. Ma mère a dit quelque chose qui m'est resté longtemps après notre départ. Elle était égoïste avec nous aussi. Elle a dit, tu n'étais pas la seule. Nous ne savions tout simplement pas comment la faire arrêter sans aggraver les choses. Elle a fait une pause, puis a ajouté, toi, tu l'as fait. Tu l'as fait arrêter. Je n'ai pas discuté de cela. Je n'étais pas prête à en faire une victoire ou un arc de rédemption. Le changement ne se prouve pas dans les conversations. Il se prouve avec le temps. Une semaine plus tard, Rachel m'a envoyé une photo. Pas de légende, pas d'explication, juste une photo d'un dessin que sa fille avait fait, un renard avec un sac à dos légendé l'ami de Caleb. Je l'ai montré à Caleb. Il a souri, l'a regardé une seconde et a dit, elle s'améliore en dessin. Puis il est retourné à sa bande dessinée comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je n'ai pas répondu à Rachel, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'en avais plus besoin. Des mois ont passé. La vie s'est installée dans un rythme qui ne tournait pas autour de la gestion du chaos de quelqu'un d'autre. Caleb s'est épanoui. J'ai lancé l'entreprise complètement. Le programme de ski adapté a envoyé une note de remerciement pour le don et je l'ai rangé dans un tiroir sans commentaire. Mes parents sont restés prudents, respectueux, apprenant à exister sans tout arranger pour Rachel. Et Rachel est restée à distance, pas effacée, juste plus au centre. J'avais l'habitude de penser que l'appartenance signifiait endurer tout ce que les gens vous lançaient parce qu'ils partageaient votre sang. Je sais mieux maintenant. L'appartenance est construite sur le respect, sur la sécurité, sur le choix des personnes qui vous choisissent en retour. Mon fils a sa place partout où il est aimé. J'ai ma place partout où mes limites sont honorées. Et pour la première fois de ma vie, cela semble suffisant. Le temps a une façon de révéler ce qui était réel depuis le début. Des mois après que tout se soit calmé, j'ai réalisé que le vrai changement n'avait pas eu lieu la nuit où Rachel a fait ce commentaire. Ni même lorsque j'ai annulé les vacances. Il s'est produit tranquillement par la suite. Dans tous les petits moments où j'ai choisi de ne pas plier, où je ne me suis pas expliqué, où je ne me suis pas précipité pour réparer ce qui n'était pas à moi de réparer. C'est à ce moment-là que ma vie a réellement commencé à changer. Caleb a changé en premier. Il a cessé de demander si les gens étaient en colère contre lui. Il a cessé d'hésiter avant de montrer ses dessins. Il a commencé à inviter des amis sans d'abord vérifier mon visage, comme s'il avait besoin d'une permission pour prendre de la place. Son professeur m'a dit qu'il levait davantage la main en classe. Son thérapeute a mentionné qu'il semblait plus ancré, plus confiant, tout cela parce que le bruit autour de lui s'était enfin calmé. Les enfants n'ont pas besoin de famille parfaite. Ils ont besoin de famille sûre. J'ai changé aussi. J'ai arrêté de m'excuser d'être ferme.
J'ai arrêté de répéter des conversations dans ma tête avant des réunions de famille qui n'avaient plus lieu. J'ai arrêté de me préparer à des commentaires qui ne venaient jamais. L'entreprise a été lancée avec succès, plus stable que je ne l'avais prévu. Et quand les gens me félicitaient, je l'acceptais sans détourner. Je n'attendais pas que quelqu'un me dise que je l'avais mérité. Je le savais déjà. Rachel est restée en périphérie, pas partie, pas pardonnée, juste là où elle devait être en ce moment. Occasionnellement, elle envoyait des nouvelles par l'intermédiaire de mes parents. Elle travaillait toujours, était toujours en thérapie, apprenant toujours ce que signifiait la responsabilité quand personne ne la sauvait de ses conséquences. Elle ne se présentait plus. Elle n'exigeait pas d'accès, et cela importait plus que toutes les excuses qu'elle aurait pu offrir. Une fois, des mois plus tard, elle a demandé à ma mère si elle pouvait venir à la fête d'anniversaire de Caleb. J'ai dit non. Pas en criant, pas avec colère, juste non. Et la partie importante était que personne n'a discuté avec moi, personne n'a fait pression, personne n'a chuchoté que j'en faisais trop. Mes parents l'ont accepté tranquillement, comme des gens qui ont enfin compris que les limites n'étaient pas une punition. Elles étaient des conditions pour être autorisés à revenir. Cela m'a tout dit. Un soir, Caleb et moi étions assis sur le canapé à feuilleter ses vieux carnets de croquis. Il s'est arrêté à l'une des premières pages, celle qu'il a dessinée à l'époque des vacances annulées. Des lignes plus sombres, des personnages plus petits. Il l'a regardé un moment, puis l'a fermé. « Je préfère mes nouveaux », a-t-il dit. Moi aussi, lui ai-je dit. Il n'a pas posé de questions sur Rachel. Il n'a pas posé de questions sur les vacances. Il n'en avait pas besoin. Les enfants n'ont pas besoin d'explications quand ils se sentent en sécurité. Ils vont simplement de l'avant. Et moi aussi. J'avais l'habitude de penser que la force ressemblait à de l'endurance, à rester, à absorber la douleur et à appeler cela la famille. Je sais mieux maintenant. La force, c'est savoir quand se lever, quand s'éloigner et quand laisser le silence faire le travail que les mots n'ont jamais pu faire. Rachel a dit un jour que mon fils n'avait pas sa place dans des vacances en famille. Elle avait tort. Il a sa place dans un foyer où il est protégé. Dans une vie où il est respecté, dans un avenir où personne ne peut décider s'il a sa place ou non. Et moi aussi.